Nous sommes aujourd'hui mardi 28 juillet 2026 et notre cher ami Robert Barnes est avec nous. Bon retour parmi nous, Robert. Ravi d'être là. Robert, commençons par les deux rencontres d'aujourd'hui. Celle entre Donald Trump et Zelensky, puis celle entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. La controverse est bien là. Et nous avons appris par les médias israéliens que Benjamin Netanyahou voulait cette rencontre. Il la demandait encore et encore. Et Zelensky, il n'est pas en bonne posture à cause du blocus, à cause de la guerre menée contre l'Ukraine et du nouveau chaos provoqué par l'attaque ukrainienne contre un cargo iranien qui devait aller de Russie en Iran et qui a été touché dans la mer Caspienne. Les Iraniens ont dit qu'ils allaient répondre. Puis aujourd'hui, il y a quelques instants, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a publié un message sur Twitter disant qu'il avait appelé et parlé avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'il faudrait pour désamorcer la situation, pour éviter l'escalade. Voilà ce qui se passe. Mais concernant la réunion, Robert, quels sont les principaux objectifs de Benjamin Netanyahou et de Zelensky? Donc, je veux dire, ils réclament tous les deux la guerre et encore plus de guerre, d'une manière ou d'une autre. Cette semaine est considérée comme décisive et déterminante. Et la semaine dernière, dans la montée en puissance, le président a organisé un événement à Bedminster, juste avant la finale de la Coupe du Monde, dans son country club là dans le New Jersey. Richard Barris, un sondeur très respecté dans l'univers Trump, était invité à une soirée en smoking. Il a fait pression sur le président, son personnel et son équipe en leur disant qu'ils devaient vraiment sortir d'Iran, qu'ils risquaient de graves problèmes politiques à l'automne s'ils ne sortaient pas rapidement d'Iran. Et il a ajouté cette recommandation. Il a dit, chaque fois que vous en aurez l'occasion, profitez de la prochaine rencontre avec Bibi pour le remettre à sa place devant le monde entier. Et le conseil qui lui a été donné, c'est que Trump est perçu comme trop soumis à Bibi. Mais les images très crues qui circulent de Trump et Bibi ont été montrées au président en lui disant « Voilà comment le monde vous perçoit aujourd'hui et voilà comment l'Amérique vous perçoit aujourd'hui. Vous devez inverser cette image. » On voit donc des gens comme Elbridge Colby, sous-secrétaire à la Défense, aux côtés du vice-président Vance, qui avancent même des propositions politiques précises. Par exemple, conseiller aujourd'hui à Bibi Netanyahou, lorsqu'il est ici, de se retirer du Liban, de se retirer de Syrie et de se retirer de Gaza, et de laisser l'accord de paix sur Gaza avancer sous une forme réellement significative, sans présence israélienne permanente ni violation de ce cessez-le-feu. Ils ont besoin qu'Israël quitte le Liban comme mesure concrète dont ils pourront se servir pour tenter d'amener l'Iran à accepter de rétablir le protocole d'accord. Et ils savent qu'Israël doit quitter la Syrie pour satisfaire Erdogan, qui est très mécontent de leur présence là-bas à cause de la sienne. Sinon, ils mènent à une guerre entre la Turquie et Israël. C'est pourquoi Bibi Netanyahou faisait en réalité du lobbying auprès du président lors de sa dernière visite en février. Voilà donc ce que voulait ce camp-là. Le camp pragmatique, le camp des réalistes géopolitiques, celui qui comprend la politique et l'économie. Tous étaient favorables à cette stratégie. Ensuite, vous avez le lobby israélien. Le lobby israélien faisait pression pour que Trump revienne à la charge et intensifie militairement l'action contre l'Iran, pour qu'il n'accepte aucun protocole d'accord, ni le rétablissement du précédent protocole d'accord, pour qu'il ne débloque aucun des fonds sous sanction, mais qu'il utilise plutôt cet argent pour financer divers projets américains dans la région. Et, au minimum, pour qu'il frappe, qu'il attaque la montagne de Pickaxe. C'est ce qui était publiquement défendu. En privé, il s'agissait d'une nouvelle vague de frappes de décapitation contre le régime iranien, avec l'illusion que la population iranienne est bien plus pragmatique
et qu'elle veut sortir du conflit, tandis que les principaux membres du gouvernement seraient les partisans de la ligne dure. Alors qu'en réalité, comme l'a révélé Suleiman Ahmed lorsqu'il s'est récemment rendu en Iran et a parlé à des gens sur place, mais aussi comme le montrent de nombreuses données d'opinion publique, notamment celles de l'Université du Maryland. Autre point confirmé, l'opinion publique iranienne est désormais favorable à l'obtention de la bombe nucléaire. Elle ne voit plus la diplomatie comme une solution et privilégie des réponses militaires à toute atteinte à sa souveraineté. Les Iraniens considèrent le détroit d'Ormuz comme faisant partie de cette souveraineté. Plus de 80% des Iraniens veulent qu'un péage soit imposé dans le détroit. La plupart réclament une forme de vengeance, une vengeance publique contre l'Occident pour ce qui s'est passé. Donc, les dirigeants iraniens ne sont même pas en position de rétablir le protocole d'accord. Et Vance et son équipe le comprennent. Ils savaient à quel point il avait déjà été difficile de le faire accepter la première fois à cause du durcissement de l'opinion publique iranienne. Mais Bibi prend exactement la direction opposée. Encore plus de guerre, encore plus de guerre, encore plus de guerre. C'est comme ça que vous serez un héros, Monsieur le Président. Trump lui-même l'a reconnu en parlant à Fox plus tôt dans la journée. Vous avez Bibi ici pour faire pression afin que je revienne. Donc, vous savez, le chat est sorti du sac, au cas où quelqu'un en aurait encore douté. Et Zelensky fait la même chose. Et qu'en est-il de l'attaque ukrainienne contre le navire iranien? Ça porte les empreintes médico-légales de la CIA. Enfin, comment l'Ukraine a-t-elle su où frapper et disposer en temps réel de la logistique satellitaire nécessaire pour toucher un navire iranien dans la mer Caspienne? C'est parce que la CIA et, pour vous donner une idée à quel point ces gens sont cinglés, divers apparatchiks de la CIA, les gens de votre état profond, peu importe l'étiquette que vous leur donnez, des gens qui gravitent autour des citadelles du pouvoir, dans le complexe militaro-industriel, dans le secteur du renseignement et dans les appareils militaires d'Europe, comme des États-Unis, mais surtout des États-Unis, veulent actuellement pousser le Liban à une guerre civile avec le Hezbollah. Ils veulent impliquer le coupeur de tête syrien dans une guerre entre Israël, la Turquie et le Liban, tous les trois en même temps. Ils veulent que le Premier ministre irakien déclenche une nouvelle guerre civile contre les milices chiites irakiennes. Ils veulent que les Houthis et les Saoudiens se livrent une guerre totale dans leur région, tout en accentuant l'escalade non seulement contre l'Iran, mais aussi contre la Russie. Mais vous savez, tant qu'ils y sont, ils veulent imposer des droits de douane punitifs de 500% à la Russie et à l'Iran, qui en réalité ne visent pas la Russie et l'Iran. Ils visent les acheteurs de produits russes et iraniens. Et qui est-ce? C'est la Chine. Ils essaient littéralement de faire la guerre, en même temps, aux trois civilisations les plus anciennes du monde, la Russie, l'Iran et la Chine. Ils cherchent à bluffer la Chine, à mener une guerre terrestre contre la Russie et à conquérir la culture perse. Les trois choses que l'histoire vous dirait de ne jamais faire. Pas besoin d'avoir vu Princess Bride pour savoir qu'il ne faut pas faire ça. Mais c'est à ce point-là qu'ils sont fous. Donc vous avez l'État profond, Bibi, Zelensky, toute cette bande comme figure de proue, qui utilise les funérailles de Lady Lindsey Graham, la reine du cheval de guerre en personne, pour essayer de pousser Trump à mener les formes les plus insensées d'action militaire et cinétique. Vous avez Vance et les réalistes géopolitiques, ainsi qu'Elbridge Colby et son adjoint, qui essayent de nous éviter de tomber d'une falaise économique, de basculer dans un cauchemar dystopique, sur le plan politique, pour la marque républicaine et pour leurs propres intérêts politiques à très court terme, ainsi que dans un désastre géopolitique qui pourrait remodeler le monde d'une manière telle que les États-Unis ne retrouveraient jamais leur puissance. Et puis, vous avez Trump,
qui oscille entre les deux selon les jours. Parce qu'il y a un Trump sobre et sain d'esprit, qui penche vers le camp de Vance. Et puis il y a le Trump ivre de ses illusions, qui penche vers le « je veux être le prochain Napoléon », comme l'a montré 60 Minutes Australia hier. Trump dit littéralement « je veux que les gens me voient comme une figure napoléonienne ». Ce n'est pas ce sur quoi il a fait campagne en 2024. Donc, au même moment, on est à la limite entre l'utopie et la dystopie. Et le roi Lear est au milieu, en train de prendre la décision. Pensez-vous que Donald Trump serait en mesure de... Parce que, si l'on regarde les déclarations du responsable israélien Naftali Bennett, par exemple, qui a récemment déclaré « Et aujourd'hui, le gouvernement qatari a réagi. Des responsables au Qatar ont dit condamner les propos de Naftali Bennett à leur sujet parce qu'il a affirmé que le gouvernement du Qatar porte une responsabilité dans le massacre du 7 octobre. Il a déclaré, je le cite, « Le Qatar a financé le 7 octobre. À ce jour, il continue d'héberger et d'offrir refuge à Doha aux dirigeants de l'organisation terroriste. » Il parle de leur soutien au Hamas. Ils ont participé au financement. Ils ont soutenu cette attaque contre Israël. Ils soutiennent les gardiens de la révolution en Iran. Il a des informations là-dessus. Et il a dit que, s'il est élu prochain Premier ministre d'Israël, il annoncera que le Qatar est l'ennemi principal, ou l'un des principaux ennemis d'Israël. Avant ça, il avait dit la même chose de la Turquie. Il a dit, la Turquie, d'un point de vue géopolitique, quel que soit ce que vous pensez du cas de la Syrie, c'est notre ennemi. Et c'est ça, le problème, je pense, pour quiconque sera président des États-Unis, parce que la liste ne cesse de s'allonger. Ça ne fait qu'augmenter. Et qui va mettre un terme à cette liste? Je ne vois aucune volonté en ce sens au sein de l'administration Trump, ni chez Donald Trump lui-même, aujourd'hui. Parce que hier, nous avons appris qu'il allait contraindre Benjamin Netanyahu à se retirer de Syrie, du Liban et de Gaza. Aujourd'hui, nous avons appris, par la chaîne israélienne Channel 12, que Donald Trump ne demande rien concernant le retrait israélien de tous ces pays. Comment comprenez-vous les difficultés entre les États-Unis et Israël à mesure que le temps passe? En réalité, la seule difficulté, c'est une question de volonté. Parce que regardez, le dernier président américain à avoir contenu Israël, à lui avoir interdit et empêché d'entraîner les États-Unis dans un conflit désastreux, c'était Ronald Reagan, celui que Mark Levin et les gens de son camp aiment prétendre soutenir. Mais qu'a fait Reagan? Reagan s'est fait avoir par les Israéliens. Contre l'avis de son secrétaire à la Défense, il a envoyé des Marines américains au Liban. Et ensuite, nous avons essayé, cela n'a jamais été pleinement expliqué, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par frapper militairement des camps de réfugiés chiites. C'est ce qui a conduit au début de la formation de ce qui est aujourd'hui le Hezbollah. On ne sait pas avec certitude qui était responsable de l'attentat de Beyrouth. Mais c'était en représailles à notre présence militaire et à nos frappes erronées contre des camps de réfugiés chiites. Qu'a fait Reagan? Est-ce qu'il a persisté? Est-ce qu'il a fait monter l'escalade? Est-ce qu'il a envoyé tout le monde sur place? Est-ce qu'il a bombardé tout le monde jusqu'à les anéantir? Est-ce qu'il a trouvé un pont ou une centrale électrique quelque part à frapper? Est-ce qu'il a fait semblant d'avoir des armes nucléaires? Non. Alors qu'a-t-il fait? Il nous a retirés immédiatement. Il a dit « on s'en va, on n'y retourne pas ». Point final. Mais il ne s'est pas arrêté là. La deuxième chose qu'il a faite, c'est d'appeler le Premier ministre israélien et de lui dire « vous allez reculer. Vous allez vous retirer du Liban. Parce que je sais reconnaître un holocauste quand j'en vois un. » Et à l'époque, moins de 40 ans après l'holocauste nazi, ce langage était incroyablement incendiaire aux yeux de l'opinion publique israélienne. Mais qu'est-il arrivé? Il a reculé. Israël a reculé.
Et par conséquent, la situation s'est stabilisée et les intérêts politiques des États-Unis ont été protégés. Depuis, aucun président américain n'a eu la volonté, l'empressement ou la capacité de faire cela. Mais aujourd'hui, le moment est plus propice que jamais, car l'un des éléments issus des sondages que Richard Barris de People's Pundit Daily a transmis à l'équipe du président et qui l'a conduit à reconsidérer sa position, puis à envisager de rétablir le protocole d'accord plutôt que d'agir militairement et d'aggraver l'escalade. C'est le fait qu'Israël est désormais un paria politique aux États-Unis d'Amérique. Israël est devenu un paria politique à peu près partout dans le monde, en particulier là où cela compte, depuis sa réaction au 7 octobre. Et vous savez, je comprends que la campagne de Bennett soit « Bibi sans les casseroles ». Le problème, c'est qu'il reste quand même Israël d'abord, grand Israël d'abord. Un état d'esprit qui veut maintenant entrer en conflit avec la Turquie et le Qatar. Enfin, ce ne sont ni la Turquie ni le Qatar. C'est tout simplement insensé. Mais ça vous montre leur état d'esprit. Bien sûr, vous pouvez regarder le documentaire The Bibi Files pour comprendre exactement pourquoi de l'argent est allé du Qatar au Hamas. Il ne venait pas d'Iran, comme on l'a longtemps affirmé, pour le Hamas du 7 octobre. Et il ne venait pas volontairement du Qatar. Il venait sur instruction et décision d'Israël, parce qu'il pensait que c'était un excellent moyen de diviser Gaza et la Cisjordanie géographiquement et politiquement, et donc de diviser la cause palestinienne. Et ce qu'ils ont fait, c'est leur permettre de commettre le 7 octobre, même si je soupçonne toujours, comme d'ailleurs Trump lui-même l'a fait. Les gens peuvent retrouver l'article de Time publié après le 7 octobre, peu de temps après, dans lequel Trump avançait l'hypothèse qu'Israël avait peut-être baissé sa garde pour laisser cela se produire. C'est juste quelque chose que les gens oublient. C'est ce que pensait Trump. Il a donc toute la capacité, toute l'opportunité politique de mettre Bibi au pied du mur, de suivre la voie de Reagan en 423. La question c'est, a-t-il la volonté personnelle de le faire? Lui-même ne se représente pas. Tout l'argent du monde ne suffira pas à acheter assez de sièges à la Chambre et au Sénat. Pour la première fois, une majorité de démocrates à la Chambre a voté pour couper entièrement les aides à Israël. C'est parce que c'est l'ère du temps politique aux États-Unis aujourd'hui. Si vous êtes anti-Israël, vous gagnez. Si vous êtes pro-Israël, vous perdez. Sinon, la seule façon de gagner pour l'AIPAC, c'est de dissimuler ce pourquoi ils font campagne, de cacher et de mentir sur ce pourquoi ils font campagne. C'est de créer des groupes de façade et de prétendre défendre une organisation d'aide alimentaire, de liberté civile ou liée à l'immigration, alors qu'en réalité, ils promeuvent des candidats pro-Israël et s'en prennent à ceux qui s'opposent à Israël. Mais quand Israël est sur le bulletin de vote, Israël perd et continue de perdre encore et encore et encore et encore. Donc le président a tous les pouvoirs du monde. La fenêtre d'opportunité n'a jamais été aussi ouverte qu'aujourd'hui pour refaire ce que Reagan a fait en 423, pour refaire ce que Kennedy essayait de faire en 1962, lorsqu'il était très contrarié par les tentatives d'Israël de développer des armes nucléaires. Dans une certaine mesure, on peut dire que Carter a parfois tenu tête à Israël dans les années 70. Mais vous savez, après la chute du mur, aucun président n'a eu le courage de le faire. Trump est parfaitement placé, politiquement, pour le faire. C'est lui qui est le mieux placé, dans le sens où c'est ce que veut l'opinion publique, et s'il veut avoir la moindre chance de ne pas se faire écraser. Mais beaucoup d'entre nous restent méfiants et sceptiques quant à sa volonté personnelle de le faire. Je peux vous le dire, il déteste qu'on l'appelle la chienne de Bibi. Alors, j'ai dit aux gens autour du président, continuez à lui dire, voilà ce que les autres disent sans arrêt de vous. Mais si on ne le voit pas remettre Bibi à sa place publiquement aujourd'hui, il ne le fera pas. Dès lors, la seule question, c'est,
est-ce qu'ils laissent Bibi le ramener sur cette voie dangereuse de l'escalade avec l'Iran ou dans ces autres guerres désastreuses qu'ils essayent de déclencher partout au Moyen-Orient? Et malheureusement, c'est une question dont la réponse reste à déterminer. Que pensez-vous du silence ou de la pause qui s'installe entre l'Iran et les États-Unis? Et selon vous, que se passe-t-il? Je vous écoute. Oui, il y a deux facteurs. Je veux dire, je pense que pour Trump, il a commencé à reconsidérer la question quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il est revenu là-dessus. Il a fait le protocole d'accord. Il a reconnu les raisons. C'est l'argent de l'Iran, pas le nôtre. Les sanctions ne fonctionnent pas. Elles sont contre-productives. Elles se retournent contre nous. Elles affaiblissent la souveraineté financière des États-Unis et leur pouvoir dans le monde. Parce que les gens ne veulent pas utiliser le dollar. Ils ne veulent pas utiliser le système financier américain. Ils ne veulent pas utiliser les stablecoins que les États-Unis ont légalisés parce qu'ils ont peur qu'ils soient saisis ou volés demain. Donc, voilà, c'est leur argent. Il faudra bien le leur rendre à un moment donné. Ensuite, sur la question des sanctions et sur la question du détroit, comme cela a déjà été reconnu, n'est qu'un important que ça. Comment c'est contrôlé, géré ou maintenu à différentes étapes? Il sait que nous avons des limites militaires quant à ce que nous pouvons faire, en termes de stock d'armes et de capacité, en gros, à faire la guerre à l'Iran à distance. Nous n'avons pas les effectifs nécessaires pour réellement envahir l'Iran ou le conquérir. Nous n'avons même pas la puissance militaire pour dominer constamment le ciel, comme Trump prétend que nous le pouvons. La dernière fois qu'on a essayé, il a fallu mener une mission de sauvetage d'urgence parce qu'un colonel s'est retrouvé derrière les lignes. Et Trump a tellement paniqué pendant ces 48 heures qu'ils ont dû le faire sortir de la Situation Room. Donc la seule chose que nous pouvons faire, sur le plan offensif, c'est utiliser des munitions à distance. Et sur le plan défensif, la seule chose que nous puissions vraiment faire, puisque nous n'avons pas réussi à neutraliser leur capacité à fabriquer ou à lancer des drones, à fabriquer ou à lancer des missiles, c'est de disposer d'intercepteurs. Et il faut pouvoir avoir un certain délai d'avance pour qu'ils ne sachent pas où nous opérons à un moment donné. Comme le docteur Parsi l'a confirmé, il est évident que l'Iran dispose désormais d'informations satellitaires en temps réel. Il est peu probable que cela vienne des satellites iraniens, avec un tel niveau de détail comme ceux avec lesquels ils ont frappé la Jordanie. Je pense que c'était la manière de l'Iran de réveiller les États-Unis. Cela signifie que soit les Russes, soit les Chinois, très probablement les Russes, fournissent des données techniques en temps réel, en disant « Voilà où vos troupes se déplacent ». Voilà où ils déplacent ceci. Voilà où se trouve cet avion. Voilà où se trouve ce navire. Avec un niveau de détail si précis que désormais les missiles iraniens, qui semblent eux aussi avoir bénéficié d'une technologie améliorée, avec de la technologie chinoise intégrée, sont d'une précision extrême en temps réel, et pas seulement en termes de localisation réelle. Ça a complètement changé la donne et paniqué l'armée américaine dès que c'est arrivé. Nous avons caché le nombre de victimes. Le nombre probable de victimes, rien que lors des frappes en Jordanie, se compte par centaines, et non à un chiffre, comme cela a été présenté de manière trompeuse. À l'heure actuelle, beaucoup de gens sont blessés, pas morts. Mais ils sont blessés d'une façon telle qu'ils ont de sérieux doutes sur leur capacité à se rétablir. Soit ils seront définitivement invalides, soit partiellement invalides. Et certains mourront, en fait. Et ça a paniqué l'armée parce qu'elle ne peut pas se défendre. Donc nous devons tirer. Et en même temps, nous manquons de munitions à distance que nous pouvons utiliser. Autrement dit, notre capacité à continuer de faire la guerre à l'Iran sans survoler le territoire iranien ou sans utiliser l'un des B1, B2
ou B-52 capables de voler à très haute altitude est limité. Ces appareils ne disposent que d'un choix limité de munitions efficaces. Au final, nous ne pouvons même pas mener une guerre offensive efficace contre l'Iran, principalement parce que nous ne pouvons pas gérer leurs représailles, mais aussi parce que notre efficacité est limitée. Si nous continuions à tirer au même rythme que pendant les 38 premiers jours, nous n'aurions plus ces munitions d'ici 1 ou 2 mois. Les gens continuent de penser « Oh, les États-Unis vont faire ça pour gagner du temps ». Mais le fait que les États-Unis gagnent du temps n'aide pas beaucoup. Ça aide les marchés, ça aide politiquement, mais ça n'aide pas militairement, parce que notre chaîne d'approvisionnement a 2 problèmes. Premièrement, elle dépend énormément de la technologie. Ce n'est pas comme l'Iran, la Russie ou la Chine. Les États-Unis, comme l'Union européenne, ont un complexe militaro-industriel privé. Ce n'est vraiment pas le cas en Chine, en Iran et en Russie. La conséquence, c'est qu'ils peuvent développer des armes qui ont réellement du sens. Ils peuvent les développer à grande échelle. Ils peuvent les développer rapidement. Pas quand on a un complexe militaro-industriel où interviennent ses propres motivations de profit privé. Ils finissent par fabriquer des armes dont vous n'avez pas besoin. Ils ne peuvent pas le faire rapidement. Nous avons, surtout en Europe et aux États-Unis, une version réglementée et bureaucratisée du capitalisme de marché. Il faut une éternité pour accomplir les choses les plus élémentaires. Et les armes que nous produisons habituellement, non seulement on ne peut pas les fabriquer rapidement ni à grande échelle, mais on dépend aussi d'autres pays pour des composants essentiels de ces armes. Ce n'est pas le cas en Chine, ce n'est pas le cas en Iran, ce n'est pas le cas en Russie. Si l'un ne l'a pas, l'autre l'a. Et en travaillant ensemble, nous dépendons des terres rares chinoises pour tous les éléments clés de ces armes de haute technologie. Nous adorons les armes de haute technologie qui ont pour l'essentiel échoué en Ukraine. Si vous avez suivi ça et regardé pendant 4 ans, c'était en gros comme une longue publicité contre le complexe militaro-industriel américain. Vous voulez cette arme. Regardez comment elle échoue encore et encore face à la Russie. Maintenant, regardez comment elle échoue encore et encore face à l'Iran, qui pourquoi, pour un dixième de centime, peut avoir une défense militaire plus efficace que la nôtre. C'est embarrassant, mais c'est la réalité. Donc, on le lui a dit. Il connaît la réalité politique. Il faut partir, partir, partir. Vous ne pouvez pas rester. Il connaît la réalité économique. Nous commençons tout juste à entamer nos réserves stratégiques de pétrole. Le monde entier aussi. La capacité de raffinage est particulièrement problématique. L'écart de craquage, c'est le véritable écart. On peut manipuler indéfiniment le pétrole, les marchés papier, les marchés à terme. Mais on ne peut pas manipuler aussi facilement le prix à la pompe, qu'il s'agisse du diesel ou de l'essence. Et le diesel entre dans l'approvisionnement de tous nos magasins, dans une grande partie de notre agriculture et dans une grande partie de notre chaîne logistique à travers le pays. Le plus souvent, les produits vont de A à B grâce au diesel, que ce soit par bateau ou par camion. Et quand on met tout ça ensemble, ce sont des choses que tout le monde peut voir. Les derniers sondages de Barnes montrent que le nombre d'Américains prêts à payer ne serait-ce que $4 le gallon pour la guerre en Iran se comptait sur les doigts d'une main. Ça montre à quel point cette guerre est détestée. Alors que l'opinion publique iranienne crie « plus, plus, plus », l'opinion publique américaine crie « moins, moins, moins ». C'est là que Trump se retrouve pris en étau, avec une contrainte militaire et une contrainte économique, au moment même où l'on se rapproche de plus en plus de ce précipice. Voilà donc les facteurs qui motivent les États-Unis. Je pense que l'Iran n'a pas riposté parce qu'il essaye de maintenir son soutien dans le Sud global. Il veut garder la Chine, la Russie et le Sud global de son côté, parce que ce sont eux qui sont aussi très durement touchés par tout ça.
surtout l'agriculture, mais aussi les carburants. Le Sud global constitue actuellement la principale base de clients de la Chine pour une grande partie de son économie tournée vers les exportations. C'est aussi la base géopolitique dont dépendent à la fois la Chine et la Russie, ainsi que l'opinion publique mondiale. Je pense donc que l'Iran veut préserver cette image. Nous ne ripostons que lorsque nous sommes attaqués. Nous sommes forts. Nous avons un véritable effet dissuasif et nous allons contrôler le détroit, tout en envisageant de développer notre capacité nucléaire comme mécanisme de dissuasion. Mais nous ne prendrons jamais l'initiative, tout comme ils ne l'ont pas prise avec Israël, à moins qu'Israël ne l'ait prise contre eux. Et ils le voient ici. Je sais que, du côté iranien, certains critiques disent « Non, ça permet à Trump de commencer et d'arrêter, de commencer et d'arrêter, de commencer et d'arrêter quand il le veut. » Mais cela reste cohérent avec, du point de vue iranien, s'il contrôle le détroit, est-ce vraiment Trump qui dicte le rythme de ce conflit? C'est l'une des grandes préoccupations de ceux qui en Iran ne voient aucune démarche raisonnable pour négocier avec les États-Unis, parce qu'ils disent « on l'a déjà fait ». Combien de fois devons-nous échouer dans ces négociations avant de comprendre que les États-Unis ne sont pas sérieux quand il s'agit de négocier avec nous? D'ailleurs, l'autre signe, Robert, c'est ce qui se passe avec la nouvelle résolution sur les sanctions qu'ils vont imposer à la Russie et à l'Iran, à ces deux pays. Cela n'envoie donc aucun signal positif à l'un ou à l'autre. Et Zelensky et Netanyahou, d'une certaine manière, je ne sais pas si l'on peut dire que Zelensky mène une guerre par procuration pour l'Occident, pour l'OTAN, pour les États-Unis, et que les États-Unis mènent une guerre par procuration pour Israël. Cette combinaison est tout simplement stupéfiante quand on voit ce qui se passe. Eh bien, cela pourrait devenir encore plus complexe. Peut-être que la Syrie mènera une guerre par procuration peut-être pour la Turquie. Peut-être qu'elle mènera une guerre par procuration pour les États-Unis. Peut-être pour l'Iran. Peut-être, je veux dire, on peut continuer à y ajouter le Hezbollah, le Liban, l'Irak, les milices syriennes, et ainsi de suite. Tout cela pourrait devenir incontrôlable. Je ne pense pas que les États-Unis soient en mesure de respecter leurs obligations sous le président Trump. Malheureusement, je veux dire, je ne sais pas s'il y a un seul accord qu'il ait jamais respecté en tant que président. C'est triste à dire, l'art du deal. Mais en gros, son second mandat, c'est l'art du non-accord. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Aucun de ces accords commerciaux n'a été adopté par le Congrès. Pas un seul. Alors il s'en vante, mais aucun n'a abouti. La Cour suprême en a annulé les 2/3. Et tout l'argent, tous les investissements commerciaux promis par tous ces pays et toutes ces entreprises, à ma connaissance, pratiquement rien, voire rien du tout, n'est arrivé. Donc Trump devient un peu le, vous savez, comment dit-on? Au Texas, ils disent tout chapeau, pas de bétail. Et c'est ce genre de cow-boy qu'il est. Et si j'étais l'Iran, je ne ferais pas du tout confiance à Trump. Je pense que maintenant, chaque fois que Trump fera capoter un accord, l'Iran va, vous savez comme pendant la campagne de 2016, chaque fois que quelqu'un critiquait le mur à la frontière, il disait, eh bien, il vient de gagner 3 mètres de plus. Eh bien, l'Iran a obtenu 10 pieds de plus dans l'accord à chaque fois qu'il l'a torpillé au dernier moment. Les Perses savent mieux s'y prendre avec Trump que probablement n'importe qui d'autre. Et ils ont toute une équipe de psys pour négocier le processus et analyser son état mental, désormais diminué, qui oscille, selon les jours, entre la démence, le don ivre et le Trump sobre et sain d'esprit. Un jour, vous avez le Trump intelligent et sobre. Les autres jours, non. Mais ils ont très efficacement joué de ça. Parce que maintenant, si Trump veut rétablir le protocole d'accord, il va devoir verser de vrais fonds sur des comptes bancaires iraniens
et faire sortir Israël du Liban. C'est pour ça qu'on a commencé à entendre parler d'un retrait d'Israël du Liban. Trump ne veut pas débloquer l'argent parce qu'il ne veut pas être comparé à Obama. Mais dans la pratique, c'est lui qui a créé cette situation. L'Iran ne va même pas envisager de revenir au protocole d'accord et de le relancer tant qu'Israël ne sera pas d'abord sorti du Liban et que l'argent ne sera pas ensuite sur son compte bancaire. Ils doivent voir de l'argent comptant, du vrai. Et j'ai aussi des doutes sur la capacité de Trump à tenir ses engagements. Dans ces conditions, je pense que du point de vue des États-Unis, l'issue probablement la meilleure serait un retrait de Trump. À tout le moins, pas d'escalade. Je ne suis pas favorable à ce que Kushner encourage, parce qu'il encourage non seulement le maintien des sanctions, mais aussi celui du blocus. Et ce blocus, pour être honnête avec vous, est tout simplement stupide, parce qu'il ne fait que donner à l'Iran un prétexte auprès de la Chine, de la Russie et du Sud global pour fermer le détroit. Et si le pétrole iranien ne peut pas sortir et que les produits iraniens ne peuvent pas entrer, alors les produits de personne ne peuvent entrer et le pétrole de personne ne peut sortir. Et ça, avec le temps, comme le secrétaire à l'énergie Wright l'a expliqué à Trump, c'est désastreux pour l'économie américaine et mondiale. Si on arrive au point où les prix du pétrole ne montent pas beaucoup plus tard, ce qu'on appelle, je crois, le contango, ce n'est pas toujours le signe qui pense que les choses vont se normaliser. Ça peut être le signe qui pense que toute l'économie va s'effondrer à un point tel que plus personne ne pourra rien se payer. C'est le genre de situation où les prix baissent, mais pas pour les bonnes raisons. Les prix baissent parce que tout est devenu inabordable. Voilà donc la réalité économique. Voilà la réalité politique. Et cela reste aussi la réalité militaire, la réalité sur le terrain. La logique voudrait donc que Trump apporte des résultats réels et concrets, des mesures précises à cocher sur une liste pour que les Iraniens aient suffisamment confiance et surtout l'adhésion de l'opinion publique. Car comment obtenir cette adhésion alors que l'opinion publique s'opposait au protocole d'accord initial? Tout ce dont il se méfiait s'est réalisé en temps réel. Les funérailles n'ont fait que les radicaliser et renforcer leur état émotionnel. Je veux dire maintenant, on voit des vidéos iraniennes passer de « voilà comment vous pourriez tuer Trump » à des vidéos iraniennes disant « voilà comment vous pouvez tuer Melania Trump ». Je veux dire, ça va simplement continuer dans cette direction jusqu'à ce qu'ils aient le sentiment d'avoir étanché leur soif de compensation ou de réconciliation, d'une certaine forme de vengeance à leurs yeux. Donc, compte tenu de cette réalité, Trump doit soit donner beaucoup plus, soit se retirer complètement, afin d'éviter le piège de l'escalade, le risque d'escalade. L'autre option qu'il envisage actuellement, c'est encore un bombardement spectaculaire et clinquant de la montagne Pickaxe, comme sorti d'un scénario de film. Je veux dire, même le nom donne l'impression de sortir d'un scénario de film. Ça ne fera rien, ça n'aboutira à rien. Mais peut-être que tout dépendra de la réponse de l'Iran, de ce qu'il frappera en retour. C'est peut-être sa porte de sortie. Voyez-vous, j'ai finalement, véritablement, honnêtement, bel et bien anéanti leur capacité nucléaire. Et maintenant, je peux rentrer chez moi, déclarer victoire et espérer que l'Iran ne ripostera pas d'une manière trop dommageable sur le plan économique. Mais quoi qu'il en soit, l'Iran va contrôler le détroit. Après cette guerre, l'Iran sera dans une position plus forte qu'avant. Et l'Occident devrait honnêtement se féliciter que l'Iran contrôle le détroit. Car sinon, selon l'opinion publique iranienne, le seul moyen de dissuasion réellement crédible pour l'Iran, c'est la bombe nucléaire. Je ne pense pas que quiconque veuille vraiment, pas même l'Iran, une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient, que nous sommes en train de déclencher en les donnant aux Saoudiens. Mais nous les retirerons dès le lendemain.
Parce que si Trump ne peut pas respecter un accord avec les Saoudiens, s'il ne peut pas respecter un accord avec les Turcs, enfin, comment diable va-t-il pouvoir respecter un accord avec les Iraniens? Donc, je pense qu'il est incapable de conclure des accords. La meilleure solution, à mon avis, c'est une forme de sortie qui convainc Trump qu'il est un très très grand gagnant, alors même qu'il est le plus grand perdant de ce conflit. Voyez-vous la guerre en Ukraine s'aggraver d'une manière ou d'une autre à cause du blocus? J'imagine que ce blocus va écraser la position ukrainienne, parce qu'en ce moment, Odessa est tellement importante pour les liaisons, non seulement pour importer des choses, mais aussi pour exporter les produits ukrainiens, essentiellement, j'imagine, les produits agricoles d'Ukraine. Mais au final, avec le blocus russe, à mesure que le temps passe, et nous savons que cela arriverait bientôt, quelle influence cela va-t-il avoir sur le conflit en Ukraine? À mon avis, l'Ukraine ne peut pas gagner. Et je sais que certaines personnes, au sein de l'administration, pensaient que c'était une impasse gelée. Et je leur ai dit que non, pas vraiment. C'est simplement que Poutine est incroyablement patient et qu'il a essayé de limiter. Si vous comparez, même selon des organisations tierces, des organisations indépendantes, davantage de civils sont morts dans les guerres d'Israël ces 3 dernières années que de personnes n'ont jamais été tuées par les Russes depuis février 2022. Et quand les Russes ont, si l'on peut dire, rejoint le conflit ukrainien, parce que le conflit ukrainien était là depuis 8 ans, avec la guerre menée par l'Ukraine contre les populations russes de l'Est de l'Ukraine qui voulaient être indépendantes après que leur président a été renversé par une tentative de coup d'État illégal, le coup de Maïdan, dont Lady Lindsey Graham, dont les funérailles ont lieu aujourd'hui, était l'une des principales promotrices dans les opérations de propagande. Maintenant, c'est clair. Les partisans de l'État profond, les gens du genre de Lindsey Graham, qui sont encore disséminés dans Washington à divers postes de pouvoir, voudraient que les États-Unis intensifient l'escalade avec la Russie. Ils voudraient les aider à frapper encore plus profondément en Russie, à frapper davantage et à poursuivre le genre de campagne de terreur dans laquelle l'Ukraine s'engage de plus en plus. Vous savez, quand ils frappent des écoliers dans des dortoirs ou des stations-service, alors que des voitures font la queue pour y faire le plein. La Russie frappe les stations-service la nuit quand elles sont vides, pour réduire la capacité de ravitaillement en carburant de leurs véhicules militaires. L'Ukraine les frappe en plein jour, à 5 heures de l'après-midi, quand les gens font la queue pour mettre de l'essence dans leurs véhicules. Vous avez donc ici 2 approches totalement différentes, et le régime ukrainien, de type nazi, reflet et représentant de son histoire et de son idéologie nazie, présente dans toute la direction du gouvernement ukrainien, va continuer à empirer, encore et à adopter un comportement de plus en plus désespéré. Parce que maintenant, ce que la Russie a fait, c'est qu'elle a dit, vous savez, Trump avait conclu un accord à Anchorage qui aurait pu mettre fin à ce conflit, et il a refusé de l'honorer. Il n'a tout simplement pas tenu parole. Et les Russes ont dit dès le premier jour, Medvedev et d'autres, à chaque fois que vous dites non, le territoire russe s'agrandit un peu plus. Et maintenant, la Novorossia, d'après ce que Poutine a dit hier, c'est tout ce qui se trouve à l'est du fleuve et le long de la mer Noire. Cela veut dire plus d'Odessa, plus de Kharkiv, plus de Donbass. Et pas seulement ça. Cela veut dire que leur base industrielle disparaît. Leur base agricole disparaît. Leur accès au fleuve, à la mer et à l'océan disparaît. Parce que par la mer Noire, ils peuvent aller jusqu'à l'océan. Tout cela disparaît si la Russie considère la Novorossia comme des terres russes historiques, ancestrales et politiquement liées à la Russie. Ces régions ont généralement voté pour des présidents pro-russes pendant l'indépendance de l'Ukraine, beaucoup
entre elles depuis le tout début. Il y avait un étudiant américain qui, au début des années 1990, a mené une étude approfondie dans le cadre d'une thèse sur l'opinion ukrainienne. La plupart des habitants du sud et de l'est de l'Ukraine voulaient rester rattachés à la Russie plutôt que de faire partie d'une nouvelle Ukraine. À l'époque, à différents moments, ils ont été convaincus qu'une Ukraine indépendante serait préférable. Mais ils ont toujours éprouvé de la sympathie pour la Russie, en raison de leurs liens historiques, ancestraux, politiques et linguistiques, ainsi que de leurs liens culturels. Donc, voilà l'avenir de l'Ukraine. L'Ukraine va finir par... Je pense que la Russie prendra probablement même Kiev. La question est-ce qu'elle gardera Kiev? Ou est-ce qu'elle l'utilisera seulement comme un outil tactique? Alors, ce qui pourrait rester, c'est une Ukraine réduite à un lambeau, sans contrôle sur le fleuve, sans contrôle ni accès à la mer, sans contrôle sur la quasi-totalité de ses terres rares, de ses actifs industriels, de son charbon, de ses terres agricoles, les plus riches. Presque tout aurait disparu. Et il ne resterait que ce qui subsiste de l'État ruthène originel. Car les nationalistes ukrainiens se qualifiaient autrefois de nationalistes ruthènes, jusqu'au début du XXe siècle, en remontant à la Russe originelle, avant la séparation entre Kiev et Moscou. Et, historiquement, ils ont été très hostiles à des pays comme la Pologne. Or, la Pologne revendique une partie de ses terres. La Roumanie en revendique une partie. La Hongrie en revendique une partie. Et ce que vous pourriez voir, c'est un partage entre ces puissances européennes et le contrôle russe. Mais, pour beaucoup de Russes, contrôler Kiev serait tentant, compte tenu des liens historiques avec la population russe, avec Kiev, premier berceau de la civilisation russe. Il y a là-bas beaucoup de grands sites historiques et religieux. C'est ce qui va se passer. La seule question, c'est à quelle vitesse. Je pense que l'Occident a laissé passer sa chance de conclure un accord pour sauver quoi que ce soit de l'Ukraine. L'Ukraine va devenir un État résiduel. Mais Zelensky s'en moquera, parce qu'il a déjà prévu sa réserve de cocaïne pour le reste de sa vie, dans sa maison façon Scarface à Miami, l'un de ses nombreux manoirs à travers le monde. Et il pourra prendre sa retraite dans sa propre forme de gloire délirante. Mais pour le peuple ukrainien, ce sera un désastre. Quant au fantasme européen d'un conflit avec la Russie, si les États-Unis doivent se retirer du conflit avec l'Iran, qui peut croire que l'Europe, qui a 10 fois plus de problèmes que les États-Unis dans ses chaînes d'approvisionnement du complexe militaro-industriel, va réussir à faire la guerre à la Russie? Ils vivent dans un monde imaginaire. Et c'est là que les choses vont. Au bout du compte, c'est la réelle politique qui guidera et gouvernera le monde. Et la Russie, l'Iran et la Chine formeront un nouvel axe politique qui remplacera probablement l'Occident, États-Unis, OTAN au cours du prochain demi-siècle. Et hier, le Wall Street Journal a rapporté que Donald Trump est devenu de plus en plus optimiste quant aux perspectives de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, après avoir dit à ses conseillers pendant plus d'un an que Kiev était en train de perdre la guerre. En ce moment, il a le sentiment que Zelensky est en train de gagner. Je ne sais pas de quel genre de victoire il s'agit, en utilisant ces drones pour frapper des cibles loin à l'intérieur de la Russie. Est-ce que cela veut vraiment dire qu'il gagne? Qui soutient ainsi la poursuite de la guerre? Et ils essayent, d'une manière ou d'une autre, de donner une image fausse. Je ne sais pas qui la donne au sein de l'administration Trump. À votre avis, y a-t-il quelqu'un là-bas pour soutenir que Zelensky gagne? Parce que de ce que je comprends, après avoir entendu tout ce qu'ils ont dit jusqu'ici, avant d'entrer au gouvernement, avant d'être élus aux États-Unis, et maintenant, je n'ai jamais entendu aucune de ces personnes dire cela, à part Marco Rubio, pour être honnête. Oui.
Donc, je veux dire, en fait, j'ai eu un débat avec le vice-président Vance l'an dernier sur ce sujet précis. Le directeur de la CIA, Ratcliffe, il a le rat dans Ratcliffe, raconte partout et fournit sans arrêt à Trump de faux renseignements et de fausses informations sur l'Ukraine et la Russie, que l'économie russe s'effondre, que Poutine est détesté ou sur le point de capituler complètement à l'intérieur du pays. Il suffirait de lui mettre un peu plus de pression. C'est presque identique à ce qu'on entend le lobby israélien dire sur l'Iran. En même temps, on fait l'éloge de l'Ukraine, qui tient bon avec tant de force, et on lui fournit des informations cruciales, un soutien logistique. Et on fait transiter nos armes par diverses sociétés écrans européennes, comme Rubio lui-même l'a reconnu il y a 2 semaines devant le Congrès, alors même que Trump dit « Oh, eh bien, je ne pense pas que nous soyons impliqués en Ukraine. » N'est-ce pas? Donc, ils le font constamment. Et puis, le bureau Ukraine du département d'État fournit constamment de faux renseignements au président. Et une grande partie de ce qui vient des renseignements ukrainiens passe par le MI6, par la CIA et le département d'État, puis est présenté comme une évaluation indépendante de notre propre communauté du renseignement. Quand Gabbard, Kent, Fox et d'autres étaient là, ils étaient bien plus sceptiques face à ces renseignements. Ils les relativisaient régulièrement, de façon systématique. Mais maintenant qu'ils sont partis, il y a moins de contestation. Aujourd'hui, Colby et Driscoll au sein de l'armée, enfin Colby au département de la guerre, sous-secrétaire à la défense, ou sous-secrétaire à la guerre désormais, et son adjoint ont contesté cela. Driscoll, qui est secrétaire de l'armée de terre et proche de J.D. Vance, l'a aussi contesté. Mais pour vous donner une idée, en octobre, ça devenait tellement absurde. J'ai publié sur X. J'ai dit qu'un autiste sur Telegram en sait davantage sur ce qui se passe sur les fronts en Ukraine que le président, le vice-président, le secrétaire à la guerre et le secrétaire d'État réunis. Et le vice-président Vance m'a contacté et m'a dit « Qui devrait-il suivre sur Telegram ?» Avec, vous savez, un petit smiley. Et je lui ai répondu « Probablement une trentaine d'autistes qui sont encore meilleurs que les conneries qu'ils ont là-bas. » C'est moi. J'appelle ça la stratégie des champignons, celle que la CIA adore. La stratégie des champignons, c'est de les garder dans le noir et de les nourrir de merde. Et c'est ce qu'ils font au Sénat, à la Chambre des représentants et au président depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je craignais que Vance ne tombe dans ce camp-là, parce qu'il ne se rendait pas compte que tous les renseignements qu'on lui donnait étaient de la merde. Tout ça, c'était du bidon. Tout ça, c'était de la merde. Tout ça a été inventé. Beaucoup de ces faux groupes de réflexion, comme l'Institute for the Study of War, ne sont que des organisations bellicistes ou des façades de la CIA. C'est comme ce faux institut de sondage, Gamaan, qui n'a littéralement aucun parcours crédible, créé de toutes pièces par 2 professeurs. Tout là-dedans crie à la façade de la CIA. Il vous disait, eh bien, 80% des Iraniens ont hâte que Trump bombarde et envahisse l'Iran et qu'il lui érige une statue. N'importe qui de sain d'esprit pouvait comprendre que c'était du pipeau quand on parle des Perses. Bon sang. Mais cette même mentalité a été constamment entretenue. Alors je parle à des membres de la Chambre, à des sénateurs, qui sont sceptiques vis-à-vis de la guerre et qui vont croire à ces absurdités totales. Ils vont s'asseoir là et me dire « Oh Barnes, vous ne comprenez pas. Les Russes perdent genre 10 soldats pour chaque Ukrainien. » Et moi je réponds « C'est littéralement l'inverse. » Enfin, je me souviens d'en avoir débattu à l'époque. C'était avant tous les échanges de dépouilles. J'ai dit « Regardez les échanges de dépouilles. Regardez. Si tout ça est ne serait-ce qu'un peu vrai, vous allez voir des échanges 1 pour 1 parce que les Ukrainiens vont habiller leurs propres morts en russe pour faire croire qu'ils sont russes et améliorer les ratios d'échange de dépouilles. Et même en faisant ça, ils n'arrivaient même pas à faire mieux que quoi? 30 pour 1.
Il y avait 30 Ukrainiens morts pour chaque Russe qu'ils pouvaient trouver et faire passer pour Russe. C'est dire à quel point c'était mauvais. Donc c'est embarrassant et humiliant. La différence, c'est qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, au début, pas dans les dernières phases, quand les médias ont fini par comprendre tous les mensonges et toutes les inventions. Pendant la guerre de Corée et lors d'autres guerres, on pouvait s'en sortir à coups de baratin et de propagande. Je veux dire, il y avait des Allemands qui ont été choqués quand les Soviétiques sont arrivés dans leur village. Ils disaient « Quoi? Je croyais qu'on était en train de gagner. » Vous voyez ce genre de choses. Ils écoutaient la radio locale. Et c'est ça notre Chambre des représentants. C'est ça notre Sénat. Et par moments, c'est Trump. Par moments, Trump pense que la Russie est vraiment en train de perdre, qu'elle se fait écraser, qu'elle se fait tuer. Regardez les choses que les Ukrainiens arrivent à bombarder. Regardez toute cette fumée qui s'en dégage. Poutine a de la chance de pouvoir continuer. Il devrait me supplier de conclure un accord. Il va fabuler dans sa tête à partir des absurdités que Ratcliffe colporte, que Rubio colporte, que le lobby européen et les gars du MI6 colportent. Et donc, Vance avait déjà fort à faire pour empêcher Trump de faire exploser le monde, au moins sur le plan économique, sinon militaire, au Moyen-Orient. Sa capacité à dire « Eh bien, ce qu'on vous raconte sur l'Ukraine n'est probablement pas vrai » était limitée. Mais Colby et les vraies personnes là-haut savent qu'à un certain niveau, tout ça, c'est du foutage de gueule. Vance a commencé à comprendre que c'était du foutage de gueule, parce que je lui prédisais sans cesse les choses. Si ce qu'il vous dit est juste, voilà ce qui devrait se passer. Si ce que je vous dis est juste, alors ces autres personnes qui suivent ça de très près, des gens comme Alexander Mercouris de The Duran, Larry Johnson et d'autres, si ce qu'ils disent est juste, voilà ce qui va se passer. Et tout ce que disaient Larry, The Duran, Alexander et d'autres personnes de ce côté-là n'arrêtait pas de se vérifier. Leur capacité à prévoir le court terme était très précise. Et tout ce qu'on servait, même à Vance, s'est révélé être de la foutaise totale, parce que ça ne permettait de prédire absolument rien de ce qui allait se passer. Les Russes ont poursuivi leur guerre d'attrition. Enfin, la doctrine de la bataille en profondeur est une création militaire russe, bon sang. Certains de ces généraux auraient pu la mettre en œuvre plus tôt, si Staline n'en avait pas liquidé autant lors des purges avant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais bien sûr, ils allaient simplement avancer lentement, régulièrement, les éliminer, prendre un peu de terrain, encore un peu, faire entrer leurs troupes, puis les éliminer. Ils détruisent la capacité de l'Ukraine à se battre. Ils détruisent sa volonté de combattre. Ils détruisent ses effectifs. Ils détruisent ses munitions. Ils détruisent ses approvisionnements énergétiques, nécessaires pour tenir sur le front. C'est pour ça que leurs secrétaires à la défense sont limogés et virés, que leurs généraux sont limogés et virés. Voilà. C'est pour ça que Zelensky devient de plus en plus désespéré, de plus en plus désespéré, de plus en plus désespéré. Mais il ne fait aucun doute qu'ils vont vendre cette absurdité totale. Et rien ne prouve mieux la dégradation de l'état mental du retournement de personnalité qu'est Trump au cours des 6 derniers mois que le fait qu'il avale ces conneries ne serait-ce que 6 secondes. Oui, je pense que le cas de l'Ukraine est tellement compliqué. Je ne sais pas ce qui se passerait. Eh bien, vous savez aussi comment ça se manifeste. L'une des raisons pour lesquelles l'Iran continue de frapper ses bases en Irak, c'est que nous utilisons l'Ukraine comme l'État profond américain a utilisé les réfugiés cubains. On a donc pris un certain nombre de gens comme Félix Rodriguez, des gens qui faisaient partie du régime de Batista et qui ont fui, qui avaient des liens avec la mafia et d'autres réseaux.
Ils sont devenus une partie de notre appareil de renseignement dans toute l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Et c'est pour ça que Félix Rodríguez, celui qui a exécuté Ernesto Che Guevara, alors même que les services de renseignement américains lui avaient expressément ordonné de ne pas le faire. 10 ans plus tard, où est Félix Rodríguez? Il témoigne devant le Congrès sur l'affaire Iran-Contra. Nous utilisions ces Cubains comme une sorte d'élément clé. Ils étaient liés au crime organisé, au trafic d'armes, au blanchiment d'argent, au trafic de drogue, au trafic d'armes, à tout ce que vous voulez. Cela permettait de financer les différentes activités de l'État profond, les opérations de changement de régime, diverses formes d'insurrection et de contrôle des États à travers le monde. Apparemment, nous faisons la même chose avec des Ukrainiens, parce qu'on les voit apparaître dans toutes sortes d'endroits. On trouve des groupes ukrainiens en Irak, comme en ont parlé les dirigeants irakiens l'autre jour. Ils apparaissent aussi dans certaines régions d'Afrique, où des conflits éclatent soudainement, comme sortis de nulle part. Et rappelez-vous que l'Ukraine était la capitale mondiale, par habitant, de la traite des êtres humains, de certains trafics d'armes, du blanchiment d'argent et des laboratoires biologiques, depuis plus de 10 ans. Il semble que Laura Loomer, par exemple, soit liée à un oligarque ukrainien devenu fabuleusement riche après l'effondrement du gouvernement, puisqu'elle se rend dans ses usines pour promouvoir ses produits. Ça vous donne une idée de la façon dont tout cela est lié. C'est donc un autre endroit où le monde devient très dangereux. Et nous devons compter sur le fait que le roi Lear ne devienne pas totalement le roi Lear, pour que tout ne bascule pas dans le vide. Oui, exactement. Merci, Robert. Merci. Sur cette note positive, au moins, il fait beau au Brésil aujourd'hui. Oui, merci. Merci beaucoup, Robert. Allez-y, parlez-nous-en. Ce week-end, à Chattanooga, dans le Tennessee, il reste encore quelques billets. Quelques personnes ont dû annuler. Nous organisons notre conférence annuelle. Le 1766 Law Center défend la liberté juridique, la liberté médicale, la liberté financière et la liberté politique. Il représente des lanceurs d'alerte face au gouvernement des États et au gouvernement fédéral. Il aide des gens comme l'agriculteur Amish Amos Miller. Il aide les personnes en première ligne qui luttent contre les confinements et les obligations vaccinales contre le COVID, ainsi que celles qui combattent la Réserve fédérale et les banques centrales. Cette conférence est notre principale collecte de fonds. Elle a lieu samedi et dimanche, plus d'une douzaine d'invités. Alexander Mercouris, de The Duran, viendra de Londres. Alex Christoforou, de The Duran, interviendra depuis Chypre. Larry Johnson sera là. Daniel Davis sera là. Jim Webb sera là. Richard Barris, le sondeur, sera là. Tout un groupe de personnes du mouvement Maha sera là, notamment le Dr Bowden, Brooke Jackson, le représentant Renault et l'activiste Amy Miller. Chase Hughes sera là pour vous expliquer comment détecter et déjouer une opération psychologique de type CIA. Le panel sur le langage corporel, avec Scott Rouse et Greg Hartley, sera également là. Tous viendront parler de la manière de réformer le gouvernement, l'armée et la communauté du renseignement, et donneront aussi des conseils pratiques et pragmatiques pour repérer une opération psychologique. Comment communiquer honnêtement? Comment détecter la tromperie grâce à un panel sur le langage corporel? Des données de sondage sur la direction que prend le pays et celle que prend le monde, ainsi que des moyens de rendre le monde entier meilleur, plus sûr et plus pacifique, davantage en accord avec les valeurs et les idéaux qui ont contribué à établir des choses comme la République constitutionnelle des États-Unis, ainsi que d'autres idées et idéaux de liberté à travers le monde. Donc, si vous le souhaitez, rendez-vous simplement sur 1766lawcenter.com pour prendre vos billets. Il en reste encore quelques-uns. Vous pourrez rencontrer toutes ces personnes en personne, vous amuser beaucoup
et soutenir une grande cause en même temps. Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Bye-bye.